Sur Radio KNTB et c'est aussi avec votre rendez-vous quotidien, l'émission Grand Jury, à travers laquelle nous vous proposons les commentaires, analyses et points de vue des confrères journalistes autour des sujets d'actualité tous les jours de lundi à vendredi de 10h à 11h sur Radio KNTB, 14h à Palimé via Radio VGK et 15h à Anéro via Radio Lumière. À suivre également sur le web avec deux liens, le www.ebenradio.com et le www.togovision.com. Bonjour donc à vous toutes et à vous tous et bienvenue au plateau de Grand Jury avec au micro pour l'animation de cette émission votre humble serviteur Rodrigue Aego, Malix Magloire assure la technique et la mise en onde pour KNTB, Emilie derrière la caméra pour Togo Vision. Nous n'oublions pas les équipes des autres médias partenaires, Radio VGK, Radio Lumière à Anéro et Eben Radio sur le web. L'actualité ce matin relative à la question des réformes, le bras de fer entre la synergie des travailleurs du Togo qui sera d'ailleurs en grève de 48 heures les 22 et 23 janvier prochain, le 4e congrès du MRC, le renouvellement du bureau exécutif du Conseil national de la jeunesse CNJ, sans oublier les représailles dues à l'attaque du 7 janvier dernier de l'hebdomadaire français Charlie Hebdo. Voilà donc ce qui marque l'actualité. Ce matin, nous nous retrouvons pour parler des réformes, parler des conséquences après l'attaque de Charlie Hebdo et la sortie d'une une qui s'est dit provocante par rapport aux différentes interprétations, que ce soit même du pape d'ailleurs, qui a tenu à réitérer qu'il n'est pas question de critiquer l'appartenance religieuse d'une quelconque... en tout cas, on va essayer de décrypter tout ça avec nos invités tout à l'heure. Permettez qu'on les salue, mais avant de les saluer, je vous rappelle qu'il faut 2 numéros pour nous joindre, puisque nous avons fait le choix cette année 2015 de vous donner la parole. C'est avec les SMS, surtout pas de bip, pas d'insultes, mais un débat d'idées, une proposition, des suggestions de nature à contribuer à la construction de la terre de nos aïeux. Et c'est avec les 91 05 80 80, 97 25 86 86, 91 05 80 80, 97 25 86 86. Retour donc ici au plateau de votre émission pour saluer nos invités. Loïc Lawson, directeur de publication de l'hebdomadaire Flambeau des démocrates. Bonjour Loïc. Bonjour Rodrigue. Et comment se porte Flambeau des démocrates? Ça va, on se porte bien. Nous sommes dans une trêve, un petit congé. Parce qu'on a travaillé, tu le sais bien, du 1er janvier au 31 décembre sans répit. Donc on a droit à un petit repos. Et s'il peut être adieu la semaine prochaine là-bas. Un retour en force peut-être. Oui, parce qu'il faut revoir toi même, tu sais, on a des problèmes beaucoup de problèmes de matériel. Donc le parc informatique est carrément complètement désuet. Il faut tout changer. Et sans compter avec les virus qui ont tout pour faire, pour tout donc cela. Il faut tout renouveler et relancer la machine. Voilà, pour qu'on puisse vraiment servir comme il se doit les lecteurs. En tout cas, bonne chance donc à Flambeau des démocrates. Notre second invité, c'est bien sûr le promoteur de l'appel des patriotes. Il s'appelle tout simplement, puisque vous le connaissez très bien, Fulbert Sassou Atisso. Bonjour Fulbert. Bonjour chers confrères. Très heureux de vous retrouver en début d'année 2015. Très heureux que vous m'ayez invité sur ce plateau. Je profite de cette occasion que vous me donnez parce que c'est la première fois que je viens au début de cette belle année 2015 pour présenter mes vœux de paix et de santé, de prospérité à tous ceux qui nous écoutent, les sympathisants de cette radio, les auditeurs et auditrices, et puis par ricochet à tout le peuple togolais. À tout le peuple togolais, oui, Loïc. Oui, ben, les vœux, je savais que tu allais aussi me donner cette occasion de dire, de souhaiter les vœux de santé, la paix du cœur à tous les auditeurs, à tous les peuples togolais, de la paix dans les foyers, et beaucoup de patience aussi à ce peuple, que Dieu descende son onction sur ce peuple pour qu'il puisse voir clair, parce qu'il y a des échéances assez sérieuses à venir. Il faut qu'il y ait une onction sur ce peuple pour qu'il puisse faire un vote assez clair, pour qu'on puisse aussi sortir de ces élections sans violence, dans une paix, et surtout que ces élections soient les plus transparentes que le Togo n'ait jamais connues. En tout cas, on espère très bien, puisque c'est le vœu de tous les Togolais d'ailleurs que nous saluons. Au passage, surtout tous ceux qui nous suivent, que ce soit à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, au ministère de la communication, au ministère des Travaux publics, sans oublier le ministère de l'administration territoriale, tous les Togolais qui nous suivent dans tous les quartiers, de par le Togo et de par le monde. Salut à toute la diaspora. En tout cas, le Togo est de cœur avec vous. Nous
nous allons peut-être, si l'occasion le permet, parler de vous dans cette émission, voir si vous pouvez, puisque vous contribuez économiquement, si vous pouvez aussi contribuer par voie à l'élection du futur dirigeant de la terre de nos aïeux. Ceci étant, on va commencer avec Fulbert Sassou Atisso. C'est vrai, le 7 janvier dernier, on ne pensait pas pouvoir vivre au cœur de Paris une telle attaque, mais ça a été vraiment dramatique avec une pluie de morts, environ, on a parlé premièrement de 12, après c'est monté à 14 et ça continue de monter jusqu'à ce jour. D'abord, quel sentiment vous a animé, vous en tant qu'adepte de l'écriture, vous en tant que journaliste qui avez choisi d'apporter l'information aux communautés, et quels ont été vos sentiments quand vous avez appris que surtout le choix du BIC est devenu synonyme d'une guerre déclarée contre les armes? Mon sentiment quand j'ai appris cette information de terroristes qui sont allés décimer la rédaction de Charlie Hebdo, puisque je vous informe que moi-même j'ai pratiqué le journalisme à Paris. J'avais travaillé dans un journal qui s'appelait Le Nouvel Afrique Asie avec Francis Laloupo, qui est aujourd'hui sur Africa numéro 1, Valentin Oudonou. Et donc je connais un peu, j'ai baigné un peu dans le milieu de la presse française. Donc Jacques Capu, c'est un homme de genre, c'est un grand crayon, ce qui fait de la caricature. Et Jean Daniel, qui sont de grandes plumes en France. Et donc c'est avec une consternation, une tristesse que j'ai appris la nouvelle. Et la condamnation a été à la mesure de l'animosité même de l'acte. C'était un acte odieux parce que quelle que soit la critique que l'on pourrait porter contre ce que les gens ont de plus cher, le sacré, la vie privée et toute autre chose, on ne peut pas répliquer en allant décimer une rédaction. Donc, c'était une douleur, c'était une consternation. L'assassinat de ces personnes-là équivaut, à mon avis, à la volonté d'assassiner la liberté d'expression, ou en tout cas les trois libertés, parce que, vous savez, quand le journaliste prend sa plume pour écrire, d'abord il pense, c'est la liberté de penser. Et quand il couche par un crayon, par un bic, sa pensée, il s'exprime, c'est la liberté d'expression. Et quand il met ça sur un support, il parle dans un micro, il écrit dans un journal, c'est la liberté de presse. Donc ce sont ces trois libertés que ces délinquants, ces terroristes ont voulu assassiner. Et donc, la réprobation a été générale et on a pu le constater avec la marche républicaine qui a eu à Paris. Avec la présence de 6 chefs d'État africains. Et d'autres chefs d'État plus importants que nos chefs d'État, Benjamin Netanyahou, et puis le président de l'autorité palestinienne, Angela Merkel, et tout ça. Donc, la condamnation a été à la mesure de l'animosité de l'acte. Moi, je dis simplement que c'est vrai que nous devons nous exprimer, surtout quand on est journaliste. Je pense que la liberté d'expression est subliminale. Elle est sublime. On ne peut pas l'appuyer, on ne peut pas l'assassiner. Mais lorsqu'on prend sa plume en tant que journaliste ou écrivain et qu'on la plonge dans le vitriol, et ça c'est pour critiquer, plonger la plume dans le vitriol, ça veut dire qu'on veut s'attaquer à des choses. À une cause, à une question, à un sujet donné. Il faut s'abstenir de ne pas provoquer, ou de provoquer, j'allais dire, c'est plutôt le contraire. Il faut s'abstenir de provoquer, ou en tout cas il ne faut pas provoquer. Et moi j'estime que même si la liberté d'expression et toutes les autres libertés sont exaltantes et qu'il faut les défendre, elles ne sont pas des libertés infinies, elles ont des limites à mon avis. Et les limites, nous les connaissons, c'est la vie privée par exemple, c'est ce que les gens ont de sacré. Parce que vous savez, dans le monde, les sociétés n'ont pas de valeur commune. Ce qui peut être une valeur sacrée ici ne l'est pas ailleurs. En France, la liberté d'expression aussi a évolué. Il y a eu la période des Inquisitions où vous ne pouvez pas critiquer le Christ.
où l'Église, donc la religion catholique aujourd'hui, s'en prenait à tous ceux qui défendaient des idées qui étaient contraires au dogme, à l'eschatologie de l'Église. Alors aujourd'hui, certaines sociétés en sont là. C'est-à-dire que pour le monde arabo-musulman, le prophète est sacré. Même si on n'est pas, on ne partage pas ou on ne défend pas ces valeurs-là, mais est-ce qu'on le comprend comme ça, que d'autres sociétés ont d'autres valeurs, sont à un niveau de la civilisation qu'il faut respecter, il faut respecter ces valeurs-là. Donc je dis simplement que, en même temps que je condamne ce qui s'est passé contre la rédaction de Charlie Hebdo, et que j'exalte, je proclame la liberté d'expression, je suis obligé de comprendre que cette liberté a des limites et que les valeurs des autres sociétés, même si on ne les partage pas, on doit pouvoir les respecter. Voilà, Loïc Lawson, par rapport à cette attaque de Charlie Hebdo, c'est vrai, Fulbert l'a dit tout à l'heure, tout comme le pape, la liberté d'expression n'est pas un quitus donné au manque de respect de ce qui semble être cher à d'autres sociétés. Non, on ne dira pas d'emblée que c'est manque de respect, si tu veux bien que je le dise comme ça. On peut ne pas comprendre, ou on peut ne pas être dans la même logique que l'autre, mais tout en le respectant. Je crois que ils sont ceux qui écrivent ou ceux qui dessinent au niveau de Charlie Hebdo. En fait, c'est pas qu'ils manquent de respect pour le prophète. Ce n'est pas qu'ils manquent de respect pour la religion musulmane. Parce que si tu vois, il y a eu des musulmans, des grands imams qui comprennent cela. Mais c'est tout simplement, ils sont en train d'exprimer ou de jouer leur rôle de journaliste, caricaturiste. Ils pensent, ils imaginent, ils disent. Maintenant, et la religion musulmane en soi, c'est quoi? Et je crois que c'est ça qu'il faut trop expliquer. En soi, elle n'admet nulle part qu'on caricature Dieu. Dans les madrasas, les écoles coraniques, on a toujours démontré que Dieu, on ne le caricature pas. Et pour ça, les musulmans sont sidérés quand tu le vois, le chrétien avec le crucifix, pour dire, mais comment, où est-ce que vous avez vu Dieu? C'est terre à terre quand ils le disent. Vous l'avez vu comment pour pouvoir le décider? Marie, vous l'avez vu où? Donc pour eux, c'est un blasphème. Et en tant que tel, je les comprends. Et je suis d'accord qu'ils puissent dénoncer cela, dire qu'ils ne sont pas d'accord. Mais est-ce qu'il faut le dénoncer en allant abattre des gens? C'est ce que Fulbert a condamné tout à l'heure. Ça n'est pas aussi normal, à mon avis. Donc moi je dis, comme aussi l'a dit le pape, tu peux être mon meilleur ami, mais si tu touches à ma mère, je vais te gifler. Ça c'est le pape qui le dit. Tu comprends? Donc c'est un peu ce qui arrive avec le monde musulman. Mais le danger, je suis d'accord avec eux. Il ne faut plus pas caricaturer le prophète. Peut-être il faudrait voter une loi internationale ou je ne sais pas, l'inclure on ne caricature pas. Mais le danger, tu sais c'est quoi? Aujourd'hui, c'est le prophète qu'on ne touche pas, qu'on ne doit plus caricaturer. Demain, si une autre religion ou une autre sensibilité aussi se lève contre un truc pour dire nous aussi, la liberté, au nom de la liberté d'expression, vous avez l'habitude de faire dire ci, de dire ça sur nous, il faut que ça s'arrête. Vous voyez un peu vers où on va tendre? C'est pour ça, quelque part, moi je dis le recul. Et quand les Français, la France refuse, ou le monde occidental refuse de reculer face à cette attaque, je les comprends aussi. Parce que le risque, vous savez, après Mohamed, demain, qu'est-ce qui va sortir? Les mêmes djihadistes, les mêmes personnes vont dire, ben voilà, aujourd'hui c'est de telles choses, ils n'ont plus besoin qu'on dise dans la presse. Et on sera obligé encore de répondre parce que ils vont nous menacer avec des armes, des bombes, avec je ne sais pas quoi. Donc, mais si vous permettez, je reste avec vous, puisque entre-temps, en France toujours, il y a eu une diffusion d'un film dans un cinéma sur Jésus qui se livrait à une vie de débauche, et les musulmans y étaient, ils ont saccagé quand même ils n'étaient pas d'accord que Jésus, qui également est un élément sacré pour le christianisme, soit diffamé, soit montré dans une situation un peu de blasphème. Ils ont réagi. Oui, je suis d'accord. On est toujours dans la même logique indirectement. Parce que tu sais, Jésus, c'est le prophète. Dans le Coran, c'est qui? Le prophète Issa. Chez les chrétiens, après lui, il n'y a eu personne. Chez les musulmans, après Issa, c'est-à-dire Jésus, il y a eu Mahomet. Voilà un peu. Donc, eux, ils n'admettront pas
Donc, quand je dis chez eux, on ne caricature rien qui vient de Dieu. Voilà. C'est ça le Coran, c'est ça l'islam. Est-ce qu'on ne peut pas les comprendre ainsi, respecter? On peut, moi je suis d'accord. Et moi-même je condamne. Je voudrais bien que désormais qu'on ne fasse plus cette provocation, entre guillemets. Mais le risque, si aujourd'hui on dit ça, on l'officialise cela, demain, qu'est-ce que d'autres personnes ou bien les mêmes vont réclamer? Tu sais, en réalité, dans la communauté musulmane, est-ce que c'est tout ce qui condamne? Beaucoup comprennent. Beaucoup comprennent. Et on dit en réalité que c'est une minorité qui ne comprend pas et qui va à la violence. La minorité ne comprend pas, mais elle avance l'argument sur lequel on a caricature Mohamed. Mais en réalité, c'est une autre guerre qui est en dessous. En réalité, demain, cette minorité dira encore quoi? Elle va brandir quel autre veto? C'est ça, moi, ma C'est la grande question. Voilà, demain, ils vont dire, bon, aujourd'hui, ils ont gagné la guerre. On ne caricature pas le prophète. Demain, ils vont dire, ben voilà, peut-être c'est, je ne sais pas, un truc banal. Ils vont dire, ils ne veulent pas de ça. Et ils vont aller s'exploser partout où ils peuvent, ainsi de suite. Et ainsi de suite, la liberté aussi d'expression va être réduite. Mais au même moment, il y a deux poids, deux mesures, en une mesure. Je ne comprends pas que la société occidentale puisse défendre la liberté d'expression autant, et quand il s'agit de certains enjeux qui touchent à eux, ou bien à leur intérêt, à leur développement, ils peuvent t'anéantir. Je prends souvent l'exemple de comment vous l'appelez, merde, et cet Américain et qui faisait partie des... Dieudonné? Non, qui est caché dans une ambassade en Équateur et le nom m'échappe. Le nom échappe. Oui, justement. Ça va arriver. Ça va arriver. Voilà. Vous voyez, ce monsieur, pour avoir fait sortir des documents qu'il a publiés, il est poursuivi, traqué par les États-Unis. Pourtant, au nom de la liberté d'expression, on pouvait lui permettre. On dit c'est secret défense. C'est ceci, on ne doit pas toucher. On invente des choses sur lui, on essaie de le traquer jusqu'au bout. Tu vois un peu. Donc, et la Shoah, au même moment, quand tu prends avec les Juifs, on ne touche pas, on ne parle pas, on ne dessine pas, on ne caricature pas. Tu le fais, tu es foutu. Tu vois un peu ce deux poids, deux mesures aussi. Moi, je dis, c'est cette injustice aussi. Cette injustice aussi amène cette communauté des terroristes, si je peux les appeler ainsi, à vouloir. Et c'est leur seule manière de faire face aux puissances occidentales. En tout cas, Fulbert, c'est vrai qu'on a eu à condamner l'acte. Par la suite, il y a eu la sortie d'un nouveau numéro de Charlie Hebdo, avec à sa une, je ne sais pas si c'est Mahomet, ils l'ont dit sur les grandes chaînes internationales que c'est Mahomet qui a un peu, je ne sais pas, en train de pleurer peut-être, voilà. Et qui dit « je suis Charlie ». Tout est en pardonné. tout cas, tout est pardonné. Et sur ce, face à ça, les représailles maintenant, c'est l'Afrique qui en subit une partie, juste parce que ces chefs d'État sont allés marcher à Paris. Oui, je pense que ce que Charlie Hebdo a encore sorti sur la une de son numéro, pour ne pas dire que le journal s'avoue vaincu, c'est une nouvelle caricature du prophète. Moi, je trouve que ça a été une provocation de plus. Je n'ai pas été d'accord avec cela. Et beaucoup de grands esprits et même d'autorités dans le monde occidental ont condamné ça. Je ne vous coupe pas. On parlait du responsable de Wikileaks. C'est de lui que... Oui, bien sûr, justement. Voilà, entre parenthèses. Beaucoup d'autorités dans le monde occidental. Non, il faut citer des noms. Qui ont condamné, d'autorités occidentales qui ont condamné publiquement, des grandes autorités. C'est-à-dire que au niveau de l'Angleterre, au niveau... On a vu Angela Merkel venir marcher. Voilà, on parle de condamnation. Voilà, on a vu des gens qui ont dit qu'il ne fallait plus aller dans ce sens-là. C'est-à-dire faire une nouvelle caricature du prophète. Alors moi, je trouve que ça a été une provocation de plus. Des gens se sont levés contre la nouvelle caricature du prophète de Mahomet. Et des journaux dans le monde occidental ont refusé de reprendre la une de Charlie Hebdo. D'autres l'ont repris, même dans le monde arabo-musulman. Alors, je voudrais nuancer un peu l'intervention, enfin, des aspects de l'intervention de Loïc, en disant que ce n'est pas la question de la caricature qui pose problème. Parce que quand vous lisez même le judaïsme dans les 10 commandements, on a dit qu'on ne représente pas Dieu.
c'est un des commandements majeurs de comment ça, on appelle ça, du judaïsme ou l'islam, tout ça. Juifs, on a dit, on ne caricature pas Dieu. Mais dans le monde occidental, on fait des caricatures de Jésus, on fait des railleries sur Jésus, que les gens acceptent. On voit des posters de Jésus partout. C'est une question de valeur. C'est ça la réalité. Parce que je disais tout à l'heure que même dans le monde occidental, il y a eu la période des Inquisitions, où l'Église n'acceptait pas qu'on dise des choses qui sont contraires aux préceptes, aux dogmes, etc. Mais aujourd'hui, la civilisation occidentale a évolué. Ce n'est pas une question de caricature de Mahomet ou de Jésus. C'est une question de valeur. C'est-à-dire que certaines sociétés sont peut-être en avance sur les valeurs. D'autres sociétés sont à des niveaux où elles n'acceptent pas certaines choses. Donc, il s'agit dans cet ensemble de valeurs de respecter les valeurs des autres sociétés. Voilà la réalité de la question. Et que quand on sait que... Si vous permettez, peut-être, c'est pas que je vous ai coupé, mais comme Loïc l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'on ne risque pas d'arriver à un précédent dangereux où peut-être les animistes vont se lever et dire plus de représentation de Satan, quand on sait que dans les églises, chaque jour que Dieu fait, où on se rend à l'église, c'est pour dire Lucifer, c'est pour dire Satan, c'est pour dire ceci et cela. Où allons-nous finalement? Ils disent que... Alors, je vais vous donner un exemple. J'étais à Bruxelles, j'ai eu une amie, et un jour, sa fille a ouvert la télévision. Et à la télévision, on était en train de montrer des images de l'esclavage. Parce que les Occidentaux aiment faire ça pour nous titiller. Provoquer. Absolument, c'est pour provoquer. On dit que vous êtes des singes. Absolument. Donc j'étais en haut. Le temps que je descende, j'ai entendu la maman qui disait à sa fille, éteins ça parce que Fulbert n'aime pas. Alors, cette dame a compris qu'on est en train de montrer quelque chose à la télé qui est une réalité, mais que les gens acceptent, mais qui provoque et qui choque certaines communautés raciales, par exemple. Alors, il est question de cela aujourd'hui. C'est-à-dire que dans le monde occidental, ils sont arrivés à un point de la civilisation où on peut tout accepter. Da Vinci Code, dans lequel c'est un livre dans lequel on a fait des critiques acerbes contre Jésus. Mais ça n'a offensé personne. L'Église a fait une condamnation comme ça, mais on n'a pas répliqué avec de la violence, des kalachnikovs, etc. Le vrai problème, c'est que, est-ce que les valeurs qui existent aujourd'hui au sein de la civilisation occidentale sont les valeurs qu'on peut accepter ou qui sont acceptées dans presque toutes les autres sociétés? Eh bien non. Mais alors, si on le sait, il faut que les valeurs qui sont aujourd'hui acceptées dans le monde occidental et qui n'existent pas ailleurs, que ceux qui s'expriment à partir de ces valeurs-là dans le monde occidental respectent les valeurs des autres. Il y a ce qu'on appelle, ce que Samuel Huntington, l'intellectuel américain, a dit dans son livre « Le choc des civilisations ». Et qu'aujourd'hui, il y a un choc, c'est d'ailleurs ce que disait un peu Loïc Lawson, qu'il y a un choc entre la civilisation arabo-musulmane et la civilisation occidentale. La civilisation occidentale qui permet des choses que la civilisation arabo-musulmane n'accepte pas. Donc il s'agit de comprendre la chose comme telle et de respecter les autres valeurs, tout en disant que la liberté d'expression et les autres libertés doivent être défendues. Mais pour terminer, Fulbert, à mon avis, n'a pas répondu comme il se doit à ta question, parce que ta question était claire. À mon avis, il a essayé de contourner la question et de donner son avis sur... Il a donné quand même des exemples précis qui... Tu sais, ce qui se passe, et quand je suis Fulbert, le danger, et moi je comprends les deux camps, les deux camps extrémistes. Le danger, c'est que quand on dit oui, c'est nos valeurs, on ne les touche pas. Et Fulbert dit, au fait, c'est que ce monde arabe là, c'est qu'ils n'ont pas, ils sont en train de tendre vers une civilisation, c'est-à-dire la civilisation occidentale aussi a connu des moments où c'était compliqué, c'était difficile à accepter certaines choses et qu'ils ont tendu vers, à un moment, ils ont tendu vers la progression, ils ont progressé, aujourd'hui ils l'acceptent. Mais ce qu'ils oublient, c'est que la civilisation ne flue pas, surtout occidentale, elle ne flue pas forcément avec le temps
sur certaines valeurs. Quel que soit le nombre d'années ou quel que soit le nombre d'éducation que vous allez vous donner aux gens, tant que c'est l'éducation occidentale. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que les gens sont formatés par rapport à quoi? Dans 1 million d'années, je dis dans 1 million d'années, vous allez mettre les gens à l'école, les gens vont continuer d'étudier, mais tant qu'ils sont, toutes leurs valeurs, toute leur civilisation, c'est à travers un livre sacré, le Coran, et les principes du Coran, ils ne vont pas bouger d'un iota. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est d'expliquer aux gens qu'en caricaturant le prophète, ça c'est un autre travail à faire. Et lui, à mon avis, il peut passer. On n'est pas en train d'insulter le prophète. On n'est pas en train de le blasphémer. Que c'est tout le contraire. Ce n'est pas peut-être qu'on passe par cette caricature pour juste informer. Voilà, on n'est pas donner un message. Voilà. Parce que pour le moment, qu'est-ce que les gens comprennent? Là, tu vois, au Niger, ça a chauffé. Et moi, j'ai fait le tour tout à l'heure de certains sites nigériens pour comprendre qu'est-ce que même les intellectuels, eux-mêmes les musulmans pensent. En fait, quand tu vois ceux qu'on met dans la rue, qui brûlent, qui tuent, qui détruisent les églises, le niveau qu'ils ont, beaucoup n'ont pas été à l'école. C'est les madrasas, comme je dis. C'est un fanatisme. Ils ne comprennent pas même pourquoi ils vont casser. Pour eux, on a dit dans le Coran, ne touche pas. C'est comme on a représenté le prophète pour... Il faut expliquer, amener à expliquer aux gens que non, ça c'est pas qu'on est en train de vouloir, mais que voilà ce qui est. Et à mon avis, ça peut aider le bas âge, dans les écoles, avec les imams qui comprennent. Parce que beaucoup d'imams comprennent. Beaucoup. Moi, je ne sais pas si on doit faire la part des choses. Beaucoup de musulmans, même s'ils ne sont pas d'accord avec la gratuité parce que le Coran l'interdit, ils comprennent que ce n'est pas qu'on est en train de provoquer. Alors, si ceux-là comprennent, d'autres peuvent comprendre. Il faut les amener à petits coups, en leur expliquant que ce n'est pas de la provocation. Mais si on doit reculer, mon cher Fulbert, si on doit dire oui, c'est une valeur qu'on ne touche pas. Ah, je te dis, Fulbert, demain, que tu sais qu'est-ce qu'ils vont demander? Ils vont te demander de porter un boubou et du bazar. C'est-à-dire que le Coran a dit, un homme ne s'habille pas en pantalon, en chemise, un homme ne laisse pas son visage se voir, et qu'il faut tout, il faut mettre un turban, et c'est comme ça, c'est la valeur. Et je te dis, le djihad qu'il prononce, c'est ça l'objectif du djihad. Le djihad, c'est d'islamiser tout le monde, d'amener tout le monde à être faire comme le Coran le demande. Alors, à cette allure, dans 500 ans, dans 200 ans, dans 100 ans, je ne sais pas ce que se deviendra le monde. C'est ça aussi la réalité. En tout cas, on vous a assez compris. J'aimerais qu'on analyse un tout petit peu aujourd'hui les conséquences que l'Afrique subit par rapport à un mal qui est commis en France par les Français. Oui, les conséquences que l'Afrique subit, c'est simplement par le fait que certains chefs d'État africains ont participé à ce qu'on a appelé en France la marche républicaine contre le terrorisme et pour la liberté d'expression. Voilà un peu le sens de la marche qu'on a organisée à Paris le dimanche d'avant. Est-ce que vous comprenez les Africains qui dénoncent cette marche et ce qui peut-être les rougis qui dénoncent la présence des chefs d'État africains à cette marche? Parce qu'ils estiment qu'au même moment qu'ils partent marcher pour défendre la liberté de la presse, ils étouffent dans leur propre pays, puisque sur RFI, on a fait le commentaire, sur les réseaux sociaux, on a fait le commentaire, et aujourd'hui, on brûle tout, partout, dans certains pays. Oui, d'abord, il faut dire que les problèmes de l'Afrique sont énormes. La plupart du temps, ce sont des problèmes de société, ce sont des problèmes économiques, etc. Et des problèmes politiques. On mélange un peu avec tous les autres problèmes. Les problèmes politiques, voilà, qui sont imbriqués avec les problèmes socio-économiques. Alors, beaucoup d'Africains ont reproché aux chefs d'État qui sont allés à la marche républicaine de la France. Alors, pourquoi est-ce que dans nos pays, nous avons tant de problèmes et puis vous prenez l'avion, Boko Haram, qui est loin d'être les frères Kouachi, hein? Oui, parce que ça tue par milliers. Absolument, absolument. Au Nigeria et puis au Cameroun, ça a commencé là-bas. Et qu'est-ce qui nous dit que ça ne va pas déteindre dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest? Peut-être que ça va venir. Heureusement que le Tchad a pris une initiative qu'il faut également saluer. Alors, je dis, les Africains ont reproché à leur chef d'État d'être partis en France aux frais de la princesse pour assister ou pour participer à une marche pendant qu'ils sont en train de souffrir. Donc, les problèmes socio-économiques sont passés par là. Et puis, deuxième chose, les mêmes problèmes qui existent là-bas, le problème de terrorisme, existent
aussi en Afrique, dans une proportion parfois plus grande. Boko Haram au Nigeria, qui décime des centaines de... On a vu la loi des machettes en Centrafrique. En Centrafrique, avec la Séléka et les il y a eu le Rwanda, le Burundi, la Somalie. Les chefs d'État occidentaux ne sont pas venus marcher en Afrique, même s'il est vrai que... Même les chefs d'État africains n'ont jamais marché en Afrique. Absolument. Donc voilà pourquoi ils vont marcher là-bas. Donc moi je pense que les Africains, les peuples africains ont raison d'avoir fait ce reproche. Bon, maintenant, qu'est-ce qui amène les violences auxquelles on a assisté à Niamey et à Zender? C'est Loïc Lawson qui connaît bien ce pays-là. Alors, la culture également. Alors, les gens disent, eh bien, nous n'étions pas contre la condamnation unanime qu'il y a eu contre ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo. Mais c'est la provocation de le fait que Charlie Hebdo ait repris la même provocation et nous sommes contre cela. Et puis, on a adjoint à cela le fait que les chefs d'État étaient allés marcher à Paris. Et puis, les peuples estiment qu'ils sont complices de la situation. L'autre chose qu'il faut dire, c'est que par rapport à ce que j'ai appelé tout à l'heure, les différences de valeurs au sein du monde, parce qu'il y a une pluralité de valeurs au sein du monde, il s'agit simplement de comprendre que chaque communauté a ses valeurs à un moment donné et que ces valeurs-là, il faut les respecter simplement. Il ne s'agit pas de dire que, quelle que soit l'évolution qu'il va y avoir, certaines valeurs ne subiront pas de changement. Encore que la sociologie a montré que les cultures et les valeurs ne sont pas statiques. Je parlais tout à l'heure des inquisitions en Occident. Ça a évolué un peu. Ça a évolué. En Afrique aussi. Donc on peut peut-être du jour au lendemain comprendre que les provocations peut-être cessent, que les musulmans aussi comprennent. Est-ce que ça ne va pas être un peu difficile? Non, ce n'est pas une question d'être un peu difficile. C'est la question de se dire qu'à un moment donné de l'histoire, il faut respecter les valeurs des autres communautés. Et ces valeurs vont évoluer. Je ne dis pas que l'évolution va amener les musulmans à accepter la caricature du prophète, mais ces valeurs vont évoluer. Et à chaque moment de l'histoire, ces valeurs-là, les autres communautés, les autres civilisations doivent les respecter. Voilà. Et Loïc, ça va être une dernière question autour de cette situation. Est-ce que vous comprenez les populations africaines qui s'attaquent finalement à tout ce qui a trait au peuple français? Est-ce que c'est les populations africaines? Non. Non. Oui, puisque ça se passe en Afrique. Oui, ça se passe en Afrique. Bon, mais pas dans leur entièreté. C'est des petits groupes. C'est des petits groupes. Tu prends le cas de Niamey et de Zender. Les Nigériens ne sont pas plus musulmans que les Maliens. Ils ne sont pas plus musulmans que les Sénégalais. Que les Arabes. Et même, tu prends la Mecque se trouve où là, rappelez-moi, à Médine. Ils sont pas. Mais pourtant, moi, le son de cloche, là où même la Mecque, il y en avoir. Il n'y en a pas eu. Est-ce que c'est finalement du zèle? Est-ce que c'est du zèle? Je vous dis, c'est une minorité qui ne comprend pas. Et actuellement, ils sont en train de faire un travail incroyable dans ces pays pauvres-là, comme le Niger et le Mali. Cette minorité veut quoi? Elle veut imposer sa loi. Pour elle, le djihad, qui est prescrit par le Coran et qui est une guerre sainte, comme on le définit, l'heure du djihad a sonné. Et donc, c'est la guerre sainte qui est déclarée. Qui est déclarée. Regarde, quand ils prennent des gens au niveau du Nigeria, comment Bagou, comment ils appellent ça, de Kaduna, de Kano, tout ça, quand ils prennent les gens, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils forcent les femmes à porter les comment vous appelez ça, les voiles. Attacher leur visage. Et les hommes, on vous dresse, on dit il faut laisser pousser les barbes. Ils sont en train de prendre une partie du Nigeria, peut-être bientôt c'est tout le Nigeria. Ils sont rentrés dans le Niger parce que Zender a une frontière avec le Nigeria. Ils sont en train de conquérir Ils ont envahi le Zender, cette grande ville, deuxième capitale. Les jeunes, ils sont arrivés à formater les jeunes parce que les jeunes souffrent. Les jeunes n'ont pas de comment manger. On vous fait comprendre que c'est la société occidentale qui a fait que vous souffrez. Il faut que vous arriviez à nous aider à renverser la tendance. Et c'est comme ça, on casse le centre culturel français, on casse les églises, on casse... Mais c'est la désolation totale. Et quand on arrive à avoir la Bible, le président nigérien a parlé, il n'a pas pu. Le même jour, le lendemain, ça a encore repris à Niamey même. Mais non, un jour, qu'est-ce qu'il lui-même il a dit, le président nigérien, qui est lui-même musulman? Ces gens, dans son discours à la nation, ces gens qui saccagent et qui, au nom de je ne sais quoi, n'ont rien compris à l'islam.
n'ont rien compris à l'islam. Alors, qu'est-ce que le vent va faire? Je t'assure, après le Niger, le Nigeria, le Cameroun, c'est dans le Togo. Et quand ils viendront au Togo, j'ai envie de dire à Fulbert, tu sais quoi? Ce n'est pas ça. Ils vont te dire, Fulbert, nous voulons que tu pousses des barres Pomba. Nous voulons que tu portes. Mais c'est comme ça. Et tu auras ça. C'est comme ça. En tout cas, la question... Et que c'est des valeurs, c'est leur valeur. Elle est comme ça. C'est Dieu qui a voulu qu'elle soit ainsi. La question demeure, que faire quand peut-être ça va arriver. En tout cas, on ne sait pas si ça va arriver, mais... Peut-être, on ne sait jamais, mais la prière serait que ça n'arrive pas. C'est vrai qu'on n'a plus beaucoup de temps. Je vais aimer. Mot, je voulais dire. Voilà, oui. Oui, un seul mot, c'est que la question du terrorisme a existé même au cœur de l'Europe, avec les brigades rouges, le communisme, etc. Et le terreau de ce qui se passe aujourd'hui avec l'islamisme violent, c'est la façon dont l'Occident gère le monde dans l'injustice. L'Occident gère le monde avec l'injustice. Et puis deuxième chose, la pauvreté qui existe partout dans les pays africains. Ce sont les terreaux de l'islamisme violent. Et donc en réalité, le vrai problème, il faut s'attaquer à ces terreaux-là. On a vu également le communisme qui a généré le terrorisme à un moment donné. L'extrême gauche a généré le terrorisme. Le terrorisme n'est pas l'apanage de l'islamisme violent. Il est également l'apanage des sociétés qui se sentent victimes dans leur chair. Le Nigeria a beaucoup de richesses. Mais qu'en est-il de la répartition? La mauvaise répartition. C'est toujours comme ça finit comme ça. Et ce n'est pas forcément à l'échelle internationale ou à l'échelle, même dans nos petites communautés. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans notre pays, le Togo, on commence déjà par parler de la redistribution. Le Togo, c'est encore trop grand. Le Togo, c'est encore trop grand. Pas seulement dans les grandes entreprises, les multinationales et consorts. Et ça me vient à l'esprit, quand tu prends par exemple Les Misérables, ce célèbre bouquin de Victor Hugo. Et je vais paraphraser parce que je n'ai pas exactement la phrase en tête. Il disait quelque part que quand tu vois les ouvriers qui se sont à un moment en ont eu ras-le-bol, ils ont explosé face à leur maître, il disait quelque part qu'en fait, la révolution naît de quoi? De la vérité qui est longtemps étouffée. La vérité, l'injustice qui est étouffée. Les frustrations. Elle crée ça. Donc, dans le monde aussi, comme le dit Fulbert, les gens sont frustrés. Et donc, pour lutter contre ça, voilà, c'est tout. Il faut assurer la paix et la redistribution équitable et la justice sociale. Oui. En tout cas, je crois que nos autorités sont à l'écoute et c'est au nom, je le dis toujours, de l'appel qui nous est lancé à travers notre hymne national togolais. Viens, bâtissons la cité. Et pour aujourd'hui bâtir la cité au Togo, nous parlons de la question des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Fulbert, vous avez appartenu à un groupe qui a proposé donc une solution à cette question des réformes. Où en êtes-vous aujourd'hui? Le groupe de médiation, je pense que c'est de ce groupe que vous parlez, puisque l'appel des patriotes appartient justement à ce groupe-là. Nous avons analysé les différentes positions. D'abord en partant du constat que les réformes achoppent sur une question. La question de la candidature de l'actuel chef de l'État. Il faut le dire. Certains ne veulent pas le dire, mais il faut avoir le courage de dire que c'est cette question-là qui constitue la pierre d'achoppement des réformes. Alors, ayant étudié la question, nous avons, au groupe de médiation, fait une proposition médiane. Nous sommes descendus vers le milieu, nous avons quitté les deux positions extrémistes pour arriver au milieu et dire, eh bien, quand on analyse aujourd'hui la situation, l'analyse juridique et l'analyse politique, on se rend compte que la meilleure position, c'est de permettre à l'actuel chef de l'État de rempiler pour un mandat, non pas pour, de rempiler pour une candidature en 2015, lors du prochain scrutin, et que à côté, ils puissent donner les deux tours et permettre que nous ayons des élections pluralistes où tout le monde qui voudrait... Avec la limitation du mandat. Avec la limitation du mandat et de tout. Donc voilà la position que nous avons faite. Mais nous avons constaté que des deux côtés, parce qu'il y a deux camps essentiellement qui s'opposent en matière de faisabilité des réformes. D'un côté uni qui dit que si jamais on faisait les réformes, il faut que l'actuel chef de l'État rempile encore pour 2 autres mandats ou 2 autres candidatures. C'est-à-dire qu'il doit avoir encore la possibilité d'avoir 2 mandats devant lui. Alors, de l'autre côté,
on dit, si on fait les réformes, eh bien, UNIR peut apporter ses 62 députés, mais son chef ne sera pas candidat. C'est une position que je n'ai pas comprise jusqu'à présent. Mais, Rodrigue, il est important, lorsqu'on veut faire aujourd'hui un débat utile sur les réformes, de ne pas donner dans ce que les gens ont ressassé à maintes reprises. Sinon, ça devient redondant. Moi, je pense qu'il faut faire l'analyse des positions et éclairer justement les pans de ce débat qui restent dans l'obscurité. Alors, quand tu prends du côté de UNIR, il y a deux positions essentiellement que l'on défend. La première, c'est que quand nous allons faire les réformes, l'actuel chef de l'État a encore 2 mandats. Deuxième chose, pour faire les réformes de façon profonde, il vaut mieux mettre en place une commission de réflexion. Et comme ce que le chef de l'État fait. Ce que le chef de l'État a fait. De l'autre côté, il y a une panoplie de discours. D'abord, on dit l'APG a été signé depuis 2006. Si jamais on l'avait appliqué, eh bien, on n'en serait pas là. Le chef de l'État serait à la fin de son second mandat. Ce que je reproche à cette position que défend surtout Jean-Pierre Fabre et ses partisans, c'est qu'on ne raisonne jamais qu'avec l'existant. On ne peut jamais dire si l'APG avait été appliquée depuis 2006. Pourquoi si, alors que l'existant, c'est que l'APG n'est pas appliquée et les responsabilités sont partagées? Parce que l'UFC à l'époque, qui a été incarné par les responsables actuels de l'ANC, n'ont pas été au gouvernement par ailleurs. L'autre position qu'on défend là-bas, c'est qu'il faut faire les réformes, la Cour constitutionnelle va se charger de régler le problème. Là aussi, c'est une position, à mon avis, qui est discutable, ou même qui est incongrue. Ce n'est pas une position que l'on puisse accepter. Et puis, troisième position, éventuellement, eh bien, si on fait les réformes, l'actuel chef de l'État ne se représentera pas. Alors, moi, je pense que quand vous regardez tout ça, la meilleure position, c'est la position que les deux partis ont développé lorsque le débat était en commission, c'est-à-dire le CAR et ADI, et qui est reprise par le groupe de médiation auquel l'appel des patriotes appartient. Okay. Loïc, par rapport à ce méli-mélo autour de la question des réformes aujourd'hui, est-ce qu'on peut espérer que ces réformes aient lieu? C'est le souhait je ne vois pas de tous les Togolais, je ne vois pas un seul Togolais dire qu'il n'est pas pour, qui ne souhaite pas que ces réformes aboutissent. Parce que qu'on le veut ou non, le monde change, les choses changent, les mentalités évoluent. Nous, on ne peut pas rester en marge de tout ce mouvement d'ensemble. Donc, tu vois, et maintenant, par rapport aux positions, moi, ce débat, c'est-à-dire, je l'ai tellement fait que je n'ai plus envie de le faire. Tu sais pourquoi? Parce que je fais partie. Parce que les écrits restent, au moins si les paroles restent. Tu prends tous les écrits, pendant au moins, quand la position, cette fameuse position du CAR et de l'ADI, je suis au flambeau dans cette position, ça fait très longtemps. Très, très longtemps. Que moi, j'ai pris cette option pour dire, écoutez, la meilleure solution, c'est de laisser Faure Simbi se présenter. Ça ne veut pas dire qu'il gagne les élections. Et quitte à aller le battre dans les urnes, plutôt s'assurer comme peut-être ce qui s'est passé au Sénégal avec aller chercher les conditions de transparence des élections. Essayer de verrouiller toutes les voies de fraude possibles qui existent. Voilà le combat qu'il faut mener. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les gens sont distraits, complètement distraits, UNIR les distrait, et UNIR prépare les élections presque tout seul, toute seule. Et qu'est-ce qui se passe? On ira à ces élections et on reviendra bredouille sans l'alternance tant souhaitée par cette opposition et l'éternel recommencement, l'éternel cycle. Et ces réformes, vous ne savez pas faire. On ira à ces élections, on ne les aura même pas. Cette fameuse commission nous fera des propositions qui seront mises au placard. Et 10 ans après, on va les faire sortir, les dépoussiérer pour encore parler des réformes. C'est ça le drame. Et je crois que c'est contre ça qu'aujourd'hui, groupe de 5, le groupe des réflexions, des groupes de médiation et tout ça, refusent. Ils voient ça venir de loin. C'est pour ça qu'ils disent que Faure Simbi, c'est normal. La Constitution actuelle dit à Faure Simbi qu'il peut briguer autant de mandats qu'il peut. Alors, si son parti dit nous voulons que notre champion aille à ces élections, si vous acceptez, nous,
aussi, on peut aller à on peut voter les réformes. Alors pourquoi refuser une telle position? Et je fais partie aussi de ceux qui, dès le départ, ont dit, hautement, j'ai dit bien, et par écrit surtout, qu'à l'ANC, on ne veut pas les réformes. Aujourd'hui, j'ai vu beaucoup le dire, Moi, j'ai dit, on peut faire sortir les écrits, les journaux qui ont commencé à l'annoncer. C'était pas à l'époque, les gens ont cru qu'on était en train de jeter, de raconter n'importe quoi. Quand j'ai lu, et comment on dit ça, et la tribune de Kodjo Ipou, j'ai rigolé. C'est même d'abord quelqu'un qui m'a appelé pour me dire, mais va voir ce que vous pouvez. Et moi, j'ai ton journal de telle période, quand toi tu as annoncé ça, tout ça. Voilà un peu la réalité. Les gens ne veulent pas parce que les gens veulent aller être seul candidat unique. Essayer d'aller, je sais pas, de colmater les brèches, chercher de l'argent un peu partout, dire je suis le seul leader, il n'y a personne à part moi, et il va aux élections, il revient, il les perd, et il est le seul qui sera interlocuteur direct avec Forge pour discuter. Et là aussi, ça va amener quoi? On va décanter ce problème de leader de l'opposition avec tous ses avantages, 500 millions par-ci, et... Millions en plus. Oui, non, mais oui, parce que le test qui régit le truc le titre de l'opposition lui donne par an 500 millions de francs CFA. Ah, quand même. Avec il y a des véhicules de commandement, il y a une villa, des fonctions, tout ça. Mais les gens rêvent de ça. Les gens veulent que ça aille vite. Et quand ils iront à des élections qui seront contestées, ils sont seuls face à Faure Assemblée. Faure Assemblée sera obligé de leur signer rapidement ce décret. Il y a ça aussi. Voilà, vas-y les amis. Les gens ont envie de préparer une retraite paisible. Et les Togolais, moi je dis les Togolais doivent avoir la clairvoyance, la présence d'esprit, de mettre la pression sur le parti. Ceux qui se retrouvent par exemple à l'ANC et qui souhaitent le changement doivent être capables de dire à leurs responsables, allez-y, on a besoin de ces réponses, pas pour aujourd'hui seulement, mais pour demain. Donc accepter qu'on aille à ces réformes-là. Et comme ça le pays sera apaisé. Mais que les gens, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a des juristes incroyables au sein de l'ANC. Chevronnés. Les Lançons, les Bruce et consorts. Et tous aussi. En quoi ils sont chevronnés? Mais oui, c'est des gars. Non, quand tu prends Georges Lawson, s'il te plaît, personne ne peut lui contester son talent de juriste. Quand je vois tout son parcours, c'est pour ça que je dis qu'il est chevronné. Oui, Fulbert, finalement, c'est peut-être, il faut faire une mise au point quelque part. Je sais que cette histoire de candidature unique, ça a été prôné par l'appel des patriotes. Et dans la foulée, on a vu des gens se saisir du dossier, notamment au niveau de la coalition Arc-en-Ciel, qui a été d'abord le premier regroupement de partis politiques à publier ou à sortir un candidat unique. En quoi aujourd'hui, par exemple, le choix de Jean-Pierre Favre va constituer un blocage à la question des réformes? Alors, d'abord, il faut revenir sur quelque chose que vous avez dit qui, à mon avis, est important. Vous avez dit, nous avons été à l'appel des patriotes, le chantre de ce concept, le candidat unique de l'opposition. Voilà. À un moment avec les états généraux où tout le monde pensait que les réformes n'étaient pas possibles. Parce que les réformes s'enfermaient dans ce que j'appelais les rapports de force. Vous savez que c'est le Burkina Faso, les événements du Burkina qui ont ramené à l'ordre du jour les réformes au Togo. Alors, l'appel des patriotes a analysé la situation d'ensemble et s'est dit, face à un mode de scrutin à un tour, l'opposition ne pouvait qu'avoir un comportement. Présenter face au candidat du parti unir un seul candidat. C'était tellement logique, rationnel, que nous avons été étonnés que certains avaient refusé à l'époque. Au moment où nous disions ça, certains avaient refusé. Et moi, je me souviens que la première réunion que nous avons convoquée au foyer des marins, ce n'est pas Arc-en-Ciel qui l'a refusé. Arc-en-Ciel était venu, Obu était venu, Kofi Annan était venu, et c'est le CST qui nous a boycottés. Le CST a refusé même de nous recevoir. Nous ne l'avons jamais rencontré. Nous avons envoyé une lettre pour les rencontrer. On ne les a jamais rencontrés au CST. Finalement, j'ai pu rencontrer Jean-Pierre Favre. Et je dois rappeler que c'est au cours de cette rencontre qu'il me disait qu'il voulait ouvrir un débat sur la non-candidature de Faure. Je lui ai rappelé, s'il se souvient bien, que c'est un faux débat et que nous n'avons pas les moyens d'empêcher M. Faure Gnassingbé de se présenter à une élection. Tel que je vois les rapports de force, nous ne pouvons pas l'empêcher. À moins que, disons, l'idéologie ou la méthode de ce parti, c'est de faire des promesses pour ameuter les militants, garder, fidéliser les militants. Et par la suite, on s'en fout que cette
promesse soit réalisée. C'est disons, la méthode de tous les partis populistes. Alors aujourd'hui, quel est le constat de la situation? C'est qu'on s'est finalement approprié l'idée de la candidature unique au sein de l'ANC. On en est devenu le chantre, alors qu'il y a quelques semaines, on refusait la même idée. Et maintenant, on devient très rigide dans cette position. On veut que tous les autres partis de l'opposition regagnent cette idée, cette façon de voir les choses, au point où on est devenu réfractaire aux réformes. Parce que les réformes vont donner 2 tours. 2 tours vont amener à une multiplicité de candidatures. J'ai suivi une fois le secrétaire à la communication de l'ANC sur une radio. Il dit, tel que vous voyez la position du CAR, est-ce que vous êtes sûr que si jamais il y avait un second tour entre Faure Gnassingbé et Jean-Pierre Fabre, que le CAR appellerait à voter pour Jean-Pierre Fabre? C'est pour être en phase avec la position que Loïc a développée tout à l'heure, à savoir que certains partis ne voudraient pas les réformes, mais ils ne voudraient pas le dire clairement. Mais ce qui fait qu'on ne veut pas ces réformes, c'est justement qu'on veut rester dans la logique de la candidature unique. Donc aujourd'hui, moi je pense que ce qu'il faut faire, c'est de dire clairement d'un côté comme de l'autre qu'on ne veut pas les réformes. Comme ça, tout le monde sait que le parti ANC et le parti UNIR ont bloqué les réformes. Parce que quand vous analysez la position de l'ANC, moi je me suis toujours posé cette question. Quand on dit on va faire les réformes, mais le chef de l'État ne va pas se représenter, par quels moyens peut-on l'empêcher? Regardez les dernières manifestations, les manifestations de la semaine dernière. Est-ce qu'elles ont réussi? Elles ont échoué, tout simplement. Parce que le pouvoir n'a pas... Peut-être votre point de vue. Mais les organisateurs diront peut-être le contraire. Qu'est-ce qu'ils diront? Les manifestations n'ont pas réussi, parce que quand on veut faire une manifestation, on est dans une logique de rapport de force. Alors, si l'autre partie étouffe les manifestations, ça veut dire que les manifestations n'ont pas réussi. Donc, je crois qu'on doit tirer les leçons de ce qui s'est passé la semaine dernière avec les manifestations pour comprendre qu'on ne peut pas empêcher Faure Gnassingbé de se représenter et que par rapport à cela, il faut sortir de la position radicaliste pour venir à la position médiane qui consiste à permettre à M. Faure Gnassingbé de se représenter pour qu'il donne les gages d'un scrutin présidentiel libre et transparent. Et puis c'est la seule... Ici aujourd'hui, les deux camps aussi extrémistes se jettent les camps. On dit, UNIR dit que c'est l'ANC qui ne veut pas des réformes. L'ANC dit que c'est UNIR qui ne veut pas des réformes. Pour voir clair, effectivement, et mettre, en tout cas, ceux qui dirigent le pays aujourd'hui, face à leur responsabilité à l'histoire, s'ils prennent, si aujourd'hui l'ANC accepte de dire, ok, M. Faure Gnassingbé peut se représenter. Faites les réformes, c'est fini, ils sont dos au mur. On ne sait pas quel argument encore UNIR peut brandir pour dire qu'elle veut pas. Et voilà, les choses seront claires. En tout cas, on a assez compris. Malheureusement, on n'a plus le temps. Les minutes sont complètement parties. Et on va essayer de remercier nos invités. Merci à Fulbert. Oui, merci à vous aussi de nous avoir invités. Merci. Une prochaine fois peut-être. Oui, ça ne manquera pas. Merci à Loïc. Merci Rodrigue. Et merci donc à Malix Magloire qui a assuré la technique et la mise en onde de cette émission pour Radio KNTB. Merci à Émilie qui était derrière la caméra pour Togo Vision, sans oublier les équipes des médias partenaires Radio Lumière à Néron, Radio VGK à Palimé et Ben Radio sur le web. Bien de choses à tous les Togolais qui vont suivre ou qui ont déjà suivi cette émission. Merci à toutes les Togolaises et tous les Togolais de la diaspora, sans oublier les leaders des partis politiques, histoire de leur faire comprendre qu'en toute chose, il faut se souvenir de la terre de nos aïeux et de ce qu'on voudrait en faire dans les prochaines années. Merci donc à vous toutes et à vous tous. Au revoir.